C'est bon, j'ai trouvé ton tutu. Bon, Ton tutu pour la vidéo. la vidéo de... Bah, la vidéo de Black Swan. Ah non? Ah bah si. Ah bah non. Ah si. Ah non, pas du tout. Salut. Aujourd'hui, on va parler de Black Swan, sorti en France en février 2011 et réalisé par Darren Aronofsky, connu entre autres pour The Whale et Requiem for a Dream. Le film s'ouvre sur Nina, une ballerine, Attends, le film s'ouvre sur une chaussure? une danseuse. Une chaussure qui danse? Peux arrêter s'il te plaît? Donc le film s'ouvre sur Nina, une danseuse de ballet, interprétée par Nathalie Portman, qui rêve de danser sur le lac des Cygnes de Tchaïkovski, qui vit encore chez sa mère et qui démonte sa paire de chaussures. On apprend ensuite que Thomas, le directeur de la compagnie de danse, interprété par Vincent Cassel, qu'on se fera un plaisir de mal imiter pendant cet épisode, souhaite adapter le lac des Cygnes. Donc il nous raconte l'histoire complète pour l'exposer aux spectateurs de manière subtile. On connaît tous l'histoire. Une jeune vierge pure et douce, emprisonnée dans le corps d'un cygne, mais seul l'amour peut rompre le sort. Habile. Ouais, je me demande s'il résume toutes ces intrigues d'œuvre comme ça. Si tu veux, c'est l'histoire de Mani, un éléphant avec des cheveux. Il vit au pôle Nord avec ses amis dans un tir, moi, un paresseux, et on va trouver un nouveau-né. Une rivalité se pose alors entre Nina et Lily, une nouvelle arrivante, interprétée par Mila Kunis, pour savoir qui aura le rôle du cygne. Pendant une répétition, on apprend que Thomas souhaite confier à Nina le rôle du cygne blanc, mais qu'il peine à percevoir en elle le cygne noir. Si je n'avais que le signe blanc distribué, il serait déjà pour toi. Mais ce n'est pas le cas. On sent que ça la stresse, hein, et elle vomit. Elle pisse debout, là. Ouais, pisse debout. Elle rentre s'entraîner, se blesse, et le lendemain, elle va voir Thomas pour lui demander le rôle. Il lui dit qu'elle est trop disciplinée pour être le Black Swan, et il essaye de la décoincer. Il y a très peu de gens qui ont ça en eux. Je crois que j'ai ça en moi. Bah, il la décoince pas du tout, là, il l'agresse. Effectivement, c'est une agression. Et elle se défend, ce qui donne lieu à cette réplique exceptionnelle. Putain, tu m'as fait mal! Elle est finalement prise par Thomas, pour le rôle, hein, ce qui suscite de la jalousie. Il répète, elle galère à trouver son Black Swan, Le vrai travail, ça va être de te métamorphoser en son double maléfique. du coup ils vont voir Lily danser pour s'en inspirer. Elle ne truque pas. Après avoir annoncé à une réception que Nina serait le nouveau cygne, Thomas l'invite chez elle pour continuer son harcèlement. Le cul. Tu aimes ça? De retour chez elle, elle se réveille, s'envoie au 7e ciel, sauf que sa mère s'est endormie à côté. Putain, ça me rappelle trop un souvenir horrible. Il répète, et elle trouve toujours pas son Black Swan. Oh, encore. Attends, Thomas demande au danseur s'il baiserait Nina. Honnêtement, est-ce que tu la baiserais? Personne la baiserait. Ouais, si. Thomas demande à Nina de rester pour répéter, et devinez quoi? Il la harcèle! Ressens-moi. Lily arrive ensuite avec un effet de morphing des plus saisissants. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Elle lui demande si elle est amoureuse de Thomas, ce qui embarrasse Nina. On est amoureuse du maître? Elle commence à sombrer dans des hallucinations et voit son double dans la baignoire. Nina commence à croire que Lily veut lui prendre sa place, alors qu'elle est juste super sympa, hein. Elle l'invite d'ailleurs à dîner, ce qui rend sa mère surprotectrice pas très contente. Alors, j'aimerais t'inviter à dîner. Tu es fatiguée, chérie. Putain. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Le serveur fait des blagues de cul, Vous me direz s'il est assez juteux pour vous. Eh, pas à dire, c'est bien écrit. Lily la convainc de prolonger la soirée en se droguant et ils finissent dans une boîte de nuit dont la musique dubstep nous rappelle qu'on est bien en 2010. Elle rentre chez Nina et font le sexe, et dans une nouvelle hallucination, elle voit Lily se transformer en elle-même. Elle se réveille en lendemain de cuite, en retard pour la dernière répétition, et Lily lui apprend que tout ceci n'était qu'un rêve. T'as rêvé d'un plan cul avec moi? S'il te plaît. Nina apprend ensuite que Lily a été nommée sa doublure. Lily, vous lui avez demandé d'être ma doublure. Bah, il faut toujours une doublure. Lily est la mieux placée. Non, elle veut me voler mon rôle. Elle répète seule et commence à péter sérieusement un boulon quand elle s'aperçoit en train de pratiquer le coït avec Thomas.
Ça me rappelle vraiment trop un souvenir horrible. Elle se rend ensuite à l'hôpital pour voir Bess, l'ancienne star de la troupe larguée plus tôt dans le film par Thomas et qui a tenté de se suicider et lui rend des affaires qu'elle avait volées par jalousie. Oh. Dans un carnaval de l'horreur, l'ancienne ballerine se plante avec les objets rendus, Nina rentre chez elle et les portraits peints par sa mère prennent vie, elle frappe sa mère et le cygne prend possession d'elle dans une scène de body horror que YouTube ne nous laissera probablement pas vous montrer. Elle arrive en retard pour la représentation, sauf que Lily a déjà été nommée en remplacement, mais elle menace Thomas. Après Bess, un nouvel esclandre encore? Et hop, le harceleur harcelé. Elle commence à danser la partie du cygne blanc, mais aperçoit son visage à la place de Lily, ce qui la fait chuter. Ça met en rogne notre Thomas National qui hurle dans la Tu peux salle. m'expliquer ce qui s'est passé? C'est pas ma Comment faute. ça, c'est pas de ta faute? Tu peux pas... Elle s'est débattue. C'est pas ma faute. C'est une m'a catastrophe! lâché. Quel con, comment j'ai pu te faire confiance? Et que les spectateurs doivent sûrement entendre, hein, vu que c'est l'entracte et que le rideau vient de tomber. Oh putain de taille, ça brouille le spectacle comme ça! Tu veux que je passe à la maison? Tu veux que je passe chez toi? Mais ça va pas ou quoi, merde? Je te dégueulasse! Pauvre conne! Oh, pauvre conne! Oh, puis toi aussi, pauvre con! Oh, bordel! De retour en backstage, Nina se bat avec Lily. En fait, c'était elle-même. En fait, c'était Lily. Elle la plante avec un morceau de miroir. Elle revient sur scène pour danser la partie du cygne noir, il y a des regards cam, des bruits d'elle, elle est possédée par le rôle et elle se transforme littéralement sur scène. À nouveau dans les loges, elle embrasse Vincent Cassel qui l'a harcelé tout le film, superbe morale. Lily vient la féliciter, Nina s'est en fait plantée elle-même, elle pleure mais se repoudre le nez en souriant parce qu'elle est complètement crazy. Elle assure la fin du spectacle, personne voit le sang qui coule, tout le monde accourt la féliciter, personne voit le sang qui coule, ça y est ils ont vu le sang qui coule. Elle meurt sur scène et c'est la fin de Black Swan de Darren Aronofsky. Alors, pour recontextualiser, Black Swan est le 5e long métrage de Darren Aronofsky. Son premier, Pi, a été un succès d'estime et contient déjà beaucoup d'éléments de mise en scène qui le suivront toute sa filmographie. Dans ses films, la recette est souvent la suivante. Côté scénario, on retrouve un protagoniste obsédé par ce qu'il aime, souvent à la frontière entre la créativité, la rigueur et la folie, et son dévouement pour sa passion ou sa quête va l'embarquer dans une descente aux enfers. Descente aux enfers dont le personnage se rend complice pour atteindre la perfection, parfois en imaginant une autre réalité pour échapper à la cruauté de la sienne. On peut ici voir un reflet avec l'expérience du cinéaste lui-même à la frontière entre la réalité de la réalisation qui doit être millimétrée et la fiction que constitue son œuvre. Mais on peut aussi y voir un reflet avec le ressenti d'Aronofsky lui-même, surtout quand on sait à quel point il est perfectionniste. Côté mise en scène, il utilise la caméra subjective, des plans en POV, du tracking, des split screens, des plans sur les miroirs, des lumières stroboscopiques au moment où le personnage bascule. La mise en scène reflète exactement la psychologie des personnages. En fait, Aronofsky emprunte à l'expressionnisme, un courant artistique du début du XXe siècle dans lequel les artistes décident de rompre avec les peintures de paysages impressionnistes et de transformer la réalité objective, celle que l'on aperçoit et qui est donc souvent trompeuse, en la réalité que l'on perçoit, ou plutôt que ces artistes perçoivent, à travers leurs émotions. En reproduisant l'intensité de l'expression, par des couleurs vives, violentes et des peintures souvent angoissantes, il cherche à provoquer une réaction chez le spectateur. Cette vidéo de la chaîne The Take cite directement le réalisateur. J'essaye d'être un expressionniste, d'utiliser la caméra pour appuyer l'émotion de la scène. C'est le but, d'allier le style avec la performance. Et c'est de là que provient ma principale critique envers les films d'Aronofsky, et plus globalement mon problème avec les films à Oscar, le mot performance. Depuis Requiem for a Dream, son deuxième film, c'est un habitué des Oscars puisqu'il y place un film sur deux, toutes catégories confondues, et souvent par le biais de ses acteurs. Chaque année, cette cérémonie récompense ce qu'Hollywood considère comme étant les meilleurs acteurs, et remporter ce prix garantit non seulement un certain succès commercial à ses producteurs, mais garantit aussi à son acteur ou actrice de rentrer dans la légende du cinéma comme un ou une des meilleurs de l'histoire, ceci permettant également au film de s'imposer dans la mémoire collective. Sauf qu'au fil du temps, on peut voir un certain archétype de rôle se dessiner, semblant tout droit destiné à recevoir la statuette ou du moins à concourir. Hollywood adore qu'on maltraite ses acteurs, qu'ils se brisent, qu'ils se salissent ou qu'ils se métamorphosent pour les besoins du scénario. On peut en citer plein des exemples. DiCaprio dans The Revenant, Austin Butler dans Elvis, Marion Cotillard dans La Môme. Christian Clavier dans Les Bronzés 3. Et certains se sont même fait une spécialité de la transformation physique, comme Jared Leto, Christian Bale avec Vice ou The Machinist, et plus récemment Joaquin Phoenix pour Joker, dont on aura l'occasion de reparler. Et le rôle de Nina dans Black Swan rentre parfaitement dans cette catégorie, comme beaucoup de personnages de la filmographie d'Aronofsky. Les personnages sont durs, froids, sérieux, placés dans un environnement sans pitié, en proie à un chaos constant. Le rythme effréné et très dur imposé par la mise en scène expressionniste d'Aronofsky qui te pète à la gueule sans interruption, ça fait que le spectateur en ressort émotionnellement lessivé, sans avoir pu réfléchir à ce qu'il est en train de voir. Cette impression est doublée par le fait qu'il insiste sur la descente aux enfers de Nina dans les moindres détails pour bien marquer la performance de Nathalie Portman, et ça en devient parfois un peu lourd, mais aussi par le fait que les personnages expliquent à haute voix ce qui se passe tout au long du film, alors que la mise en scène d'Aronofsky est déjà très parlante en elle-même.
Mais le problème, c'est que ça renforce la passivité du spectateur qui ne se pose donc aucune question sur ce que le film essaye de dire, mais qui restera scotché devant la performance de l'actrice. Et force est de constater que pour les Oscars, ça marche plutôt bien du coup. Ellen Burstyn nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice en 2001, Mickey Rourke nominé pour le meilleur acteur en 2009, Natalie Portman obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice en 2011, et plus récemment, Brendan Fraser signe son grand retour en obtenant l'Oscar du meilleur acteur pour The Whale en 2023. Et ce qui me pose problème dans les films à rôle à Oscar, c'est pas nécessairement le cabotinage ou l'extraversion des acteurs, je reconnais volontiers que ceux que je viens de citer sont brillants et que leur performance est extraordinaire. Ce qui me gêne, c'est qu'on est dans la performance pour la performance. Le film est écrit pour son acteur, au détriment du sens qu'on pouvait lui donner au départ, selon la vision de son réalisateur. Parce que pour moi, le vrai auteur d'un film, même au-delà de son scénariste, c'est son réalisateur. Il écrit par la mise en scène, et c'est à ça qu'on peut par exemple reconnaître que Kubrick ou Hitchcock sont des grands auteurs. Et je trouve qu'Aronofsky, en mettant autant en avant son acteur, trahit sa propre vision et surtout son intention de départ. Là où dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, autre film dont l'acting est grandiose, on peut y voir le sens de son réalisateur et sa critique de l'illusion méritocratique du capitalisme, dans Black Swan, le thème du harcèlement est effleuré, le thème de la compétition aussi, la cruauté du milieu de la danse, la surprotection de la mère, la découverte de la sexualité avec Lily sont peu approfondies, au profit de la performance de Natalie Portman. Et c'est dommage, parce que je suis convaincu qu'on aurait pu avoir un encore plus grand film si on avait pris le temps de développer. Sans parler des agressions de Thomas, qui ne sont jamais vraiment dénoncées, mais plutôt filmées comme étant complaisantes. On perd en sens, et c'est le cas pour la grande majorité des films d'Aronofsky, depuis Requiem for a Dream. Une critique qui lui est régulièrement adressée est que ces films se ressemblent beaucoup, et que quand on en a vu un, on les a tous plus ou moins vus. Et c'est dû à ce schéma de scénario et de mise en scène que j'évoquais un peu plus tôt. Mais il y a deux films pour lesquels c'est particulièrement vrai, Black Swan et The Wrestler. Et en réalité, ces deux films ne devaient faire qu'un à la base. Ils devaient opposer le ballet et le catch, Nina et Randy, et les faire se retrouver autour de traits de caractère similaires, d'un parallèle entre l'utilisation de leurs deux corps et d'une histoire d'amour. Et franchement, j'aurais préféré voir ce film. L'idée a été abandonnée parce que les deux univers sont trop complexes et que ça aurait pris trop de temps pour un seul film. Mais honnêtement, en prenant le temps de faire ces parallèles et en approfondissant réellement la passion dévorante pour un art qui mène à la destruction des corps, je pense que ça aurait été vraiment un film plus intéressant et surtout moins répétitif. C'est un véritable acte manqué. C'est dommage, parce que Black Swan est loin d'être un mauvais film, il a plein de qualités, et Aronofsky est un bon réalisateur, dont je trouve certains plans magnifiques, comme celui de la boîte de nuit. Je suis fan de la lumière dans cette scène. J'aimerais donc bien un jour voir un de ses films, et pas celui de ses acteurs. Oh la vache. Eh ben non.